Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 juin et pour commencer le journal du jour, nous n'allons pas parler directement d'un match du mondial, nous n'allons pas débuter avec un débrief comme c'est le cas depuis déjà pas mal de jours. Non, on va parler de José Mourinho qui souhaite l'élimination de ses joueurs de Real Madrid de la Coupe du Monde. Il le dit en rigolant mais il le dit aussi très sérieusement et je trouve que c'est un propos hyper intéressant, donc on va développer un petit peu là-dessus. Évidemment on parlera de matchs de football très concrets, l'Équateur qui s'est imposé face à l'Allemagne. On ira aussi du côté de Tunisie, Pays-Bas, où les Tunisiens se sont pris une énième raclée. On parlera de la prolongation de l'EPOL du côté du Stade Rennais. C'est un petit événement à l'échelle de notre Ligue 1, et même si vous en avez rien à faire de l'EPOL du Stade Rennais, je trouve que ça donne un signal qui mérite qu'on s'y attarde. Et puis on terminera avec les premières affiches pour les 16e de finale. Et là aussi, au-delà des affiches qui sont passionnantes, je trouve, ça donne un signal général sur la Coupe du Monde qui fait mentir pas mal de personnes, je vais dire ça sobrement en essayant de pas trop spoiler. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mourinho souhaite que ses joueurs soient éliminés du mondial. Alors pas de polémique, il dit dans un podcast où il est hilar au moment de prononcer ces mots, même la retranscription du journal L'Équipe l'évoque, mais si c'est prononcé sur le ton de la blague, il y a un fond sérieux là-dedans et ça mérite d'être évoqué. Alors on va déjà évoquer les différentes possibilités. Si t'es un entraîneur qui est en place depuis déjà pas mal de temps dans un club, t'as pas exactement les contraintes de José Mourinho, mais même là, tu peux espérer que tes joueurs soient rapidement éliminés puisque ça veut dire qu'ils seront moins crevés au début de la saison. On connaît tous les joueurs de foot qui commencent les saisons en étant complètement lessivés, ils n'ont pas eu de prépa, ils n'ont pas eu de repos, c'est catastrophique. Mais quand t'es un entraîneur classique en place depuis pas mal de temps, tu peux te dire que ça peut être compensé par l'aspect moral et psychologique des joueurs. Quand tu te prends une humiliation historique avec ton pays, tu reviens en dépression, c'est pas exactement la même chose que quand tu reviens auréolé d'un titre de champion du monde. Donc on peut dire que ça s'équilibre à peu près. Mais dans le cas de José Mourinho, on parle d'un mec qui débarque au Real Madrid, qui a une équipe qui est littéralement remplie d'internationaux, qui a besoin de reconstruire tout le club. Tactiquement, il va falloir vraiment bâtir quelque chose. Et là, il n'y a personne, en fait. Alors oui, il y a 2-3 joueurs sur lesquels José Mourinho peut compter, mais le gros de son équipe n'est pas là. Donc, bien évidemment, si José Mourinho souhaite sûrement le meilleur pour ses joueurs à titre personnel, lui en tant qu'entraîneur c'est beaucoup plus arrangeant d'avoir des joueurs qui sont éliminés tôt, puisqu'au-delà de l'aspect fraîcheur physique, tout simplement il va pouvoir bosser rapidement avec eux, faire de la mise en place tactique, mais aussi apprendre à les connaître, parce que si il a pu analyser leur profil et beaucoup travailler sur son arrivée du côté du Real Madrid, c'est jamais la même chose qu'échanger avec un autre être humain en one-to-one, en groupe, et d'observer ça de tes yeux. Donc je trouve ça assez intéressant comme déclaration de José Mourinho, et ça montre un petit peu toute l'hypocrisie du monde du foot où finalement t'as beaucoup de situations où moralement t'en viens à souhaiter un truc qui est un peu inavouable. C'est comme quand t'es remplaçant, si le titulaire peut rater ses matchs, tu sais que ça va faire un peu tes affaires. Que je l'attendais ce match de l'Équateur. L'Équateur c'est une sélection que je trouve talentueuse, c'est une sélection qui à mon avis peut faire 2-3 trucs au cours de cette Coupe du Monde, mais on va pas se mentir, les débuts ont été relativement décevants. C'est désormais chose corrigée, une victoire 2-1 face à l'Allemagne, une Allemagne qui a aidé les Équatoriens, parce qu'on ne peut pas dire que les joueurs de Nagelsmann aient été au top de leur forme, mais il faut rien enlever au succès, et surtout il a des conséquences déterminantes pour la suite de l'aventure en Coupe du Monde de l'Équateur. Voici les compos qui étaient alignés. Très gros match de Caicedo au milieu de terrain, une véritable machine devant, derrière, à la récup, aux transitions. Angelo également, c'est le mec qui allume la flamme, qui égalise très vite, et Pacho très très solide. On peut pas dire que du côté allemand, t'as Emmanuel Neuer et brillé. Il y a pas mal de moments, dont un en particulier, où ils m'ont donné des sueurs froides et je me dis que il va falloir élever un petit peu son niveau de jeu si l'Allemagne a des prétentions durant cette Coupe du Monde. Il y a Rome qui était totalement hors sujet et finalement à la création, les Allemands ont galéré un petit peu contre un Équateur qui était très solide au milieu de terrain et en défense. Il a fallu compter sur Florian Wirtz pour avoir à de très rares moments des satisfactions, mais sur tout le reste, je dois vous avouer que j'ai plutôt des interrogations sur la forme des Allemands. On va pas tirer de conclusion définitive, les Allemands ont fait de bonnes choses depuis le début de la Coupe du Monde, mais en tout cas ici c'était une victoire que les Équatoriens ont été chercher de manière relativement méritée à mon sens. Ils sont même devant en termes d'expected goals. Les Allemands sont premiers du groupe, c'était obtenu d'avance vu le goal average, mais l'Équateur s'assure une place qualificative dans les meilleurs troisièmes, et c'était
pas gagné d'avance parce que les Allemands partaient favoris et si les Allemands gagnaient, les Équatoriens ils se retrouvaient avec très peu de points et ça sentait la fin pour eux. Je cherchais à vous faire une blague sur les renards, les animaux, parce qu'on a Hervé Renard sur le banc de la Tunisie, parce qu'il est en face de poules, les renards chassent les poules, mais ici c'est plutôt les poules qui chassent Hervé Renard. Mais on va rester simple, et on va rester digne, et on va dire que la Tunisie s'est pris une énième fessée, que finalement cette élimination en Coupe du Monde c'est un mal pour un bien, parce que il faut mettre un terme à la souffrance, il faut se poser avec calme, et il faut reconstruire la sélection tunisienne. Et là, ce match, c'était juste une énième humiliation en Mondovision. Victoire 3-1 pour les Pays-Bas et un match qui souffre bien évidemment d'aucune contestation. Voici les compos qui étaient alignés. Bon, en même temps, fallait pas attendre de miracle de la part d'Hervé Renard. Le mec, il a débarqué en cours de Coupe du Monde. Alors oui, sur les réseaux sociaux, on va partager des super discours dans les vestiaires, mais de mon côté, je considère qu'un coach, ça doit pas se limiter à une vidéo de motivation pour le sport que tu peux trouver sur YouTube. Et tactiquement, il avait pas le temps de faire beaucoup mieux. J'ai quand même envie de saluer Mastouri qui marque un but sur corner qui est vraiment intéressant, une très belle tête, mais alors en dehors de ça, on a retrouvé une Tunisie un petit peu en galère, hein. Ils n'ont pas vu le ballon et de toute façon, défensivement, c'était parfois aléatoire, le CSC le montre bien, sur coup de pied arrêté, les Pays-Bas peuvent être redoutables, ils ont une très bonne défense qui non seulement est capable de verrouiller, mais en plus, tu vois que la défense néerlandaise est capable aussi d'apporter offensivement. Donc si on regarde la phase de groupe qui se conclut donc, nous avons les Pays-Bas en première position du groupe F. C'était pas gagné d'avance parce que le Japon et la Suède ce sont de beaux clients et justement c'est cette densité qui a eu raison de la Tunisie parce que 3 défaites en 3 matchs, moins 10 au goal average, c'était très très compliqué pour les Tunisiens. Courage à eux dans la reconstruction, ils vont avoir besoin de ce courage. Prolongation jusqu'en 2030 pour Esteban Le Pol et c'est une bonne nouvelle pour le joueur, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Rennais, c'est une bonne nouvelle pour notre Ligue 1 car j'ose le dire, c'est un signal hyper positif. Je suis pas du tout supporter rennais mais j'ai envie de dire bravo messieurs. Esteban Le Pol c'est un peu un symbole puisque cette saison c'est le meilleur buteur du championnat français, 21 réalisations, je me permets quand même de tempérer un petit peu, ratio de 0,62 buts par match, on a connu mieux dans les précédentes années, c'était pas un grand cru côté buteur mais reste que Le Pol il a été recruté 13,5 millions d'euros l'été dernier, donc il y a très peu de temps, et le joueur de 26 ans, il est désormais estimé à 35 millions d'euros. Il y a beaucoup de clubs étrangers qui étaient intéressés, et moi je craignais la bascule financière trop intéressante pour le Stade Rennais pour que ce soit refusé, mais si un club comme le Stade Rennais, qui est quand même puissant financièrement, peut même pas se permettre de retenir un mec comme Esteban Le Pol après une petite saison, je me dis qu'on est vraiment foutu en France. Bon, quoi qu'il arrive, je me le dis pour le championnat français, mais en tout cas ici les Rennais ont résisté à la tentation de vendre le joueur et je trouve ça cool. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un joueur pertinent pour le Stade Rennais. Ensuite pour Le Pol, je pense que c'est une décision qui est bien réfléchie parce que je le voyais bien aller dans un club un peu plus grand que le Stade Rennais, mais pas réussir à franchir cette marche et au final se perdre. À Rennes, il a une carrière qui va se dessiner de façon tout à fait cohérente. Et moi, je dois vous avouer un truc, c'est que je vois pas Le Pol réussir à faire une deuxième saison aussi bonne que sa première au Stade Rennais. En fait, c'est un joueur qui a des grandes qualités en termes de finition. C'est sa principale qualité, parce que techniquement, sinon, il apporte pas autant à son équipe que d'autres numéro 9, et il a également un gros volume de jeu. Sauf qu'Esteban Le Pol, il a une caractéristique, c'est que cette saison, il surperforme massivement en but réel ses expected goals. Et t'as 2 catégories de joueurs qui sont capables de ça. Les joueurs qui sont parmi les meilleurs finisseurs au monde, et les joueurs qui sont en sur-régime. Sans vouloir manquer de respect à Esteban Le Pol, je le mets pas parmi les meilleurs finisseurs du monde, même si c'est un très bon attaquant, donc je me dis que c'est plus un joueur qui va faire des saisons de Ligue 1 à 13-18 buts maximum, qu'un mec qui va répéter les saisons à 20 buts, et où on considère que c'est un scandale qu'il soit pas en équipe de France, parce qu'il faut voir ce qu'on a lu quand il y avait la liste de Didier Deschamps, j'avais l'impression que Deschamps avait pas sélectionné Mbappé, et qu'il aurait dû à tout prix faire de la place pour Le Pol. En tout cas, je le redis, bonne décision de Rennes, bonne décision de Le Pol, je suis très heureux, ça bosse bien. On a d'ores et déjà les premiers 16e de finale qui se dessinent et pour une Coupe du Monde élargie où tout le monde disait que les premiers matchs étaient en bois, je dois vous avouer que ce tour de 16e de finale il m'enthousiasme pas mal. Vous allez voir les visuels qui viennent du compte Instant Foot et franchement on va se régaler en termes de match. La première grosse affiche,
Vous le voyez, c'est sans doute Pays-Bas-Maroc, deux outsiders de la compétition, deux équipes qui peuvent prétendre à aller bien plus loin que les 16e de finale sur le papier. Les Pays-Bas ont quelques absents de poids, mais ils ont prouvé que ça les empêchait pas d'avoir une très belle équipe. Le Maroc a loupé de peu la première phase de groupe et en plus, le gagnant de ce duel affrontera soit le Canada, soit l'Afrique du Sud et une nouvelle fois, ce sera soit le Maroc, soit le Pays-Bas qui sera favori pour ce tour. Donc il y a de l'enjeu et je pense que l'équipe qui se fera éliminer sera face à un destin très cruel parce que ce sera vraiment une contre-paire vu la qualité des deux sélections, mais alors si tu gagnes, derrière tu peux dérouler. Le deuxième match hyper intéressant, c'est le Japon face au Brésil. Alors le Japon, je trouve que c'est globalement sous-coté, alors que ça a résisté aux Pays-Bas, ça a été intéressant lors du nul face à la Suède, ça a fracassé la Tunisie et durant les amicaux, ça a même tapé l'Angleterre. Et en face, le Brésil, ça monte en puissance, notamment avec un très grand Vinicius Junior. Là, tu vas avoir une vraie adversité, un peu à l'image de ce que tu avais lors du Maroc-Brésil. Alors, est-ce que les Brésiliens vont répondre présent? C'est le gros suspense, mais c'est un match qui va régaler. Et enfin, il y a une rencontre un peu moins sexy, où j'ai quand même envie d'en toucher un mot. C'est le match entre les USA, pays organisateur de cette Coupe du Monde, comme vous le savez, et la Bosnie. Alors, c'est moins sexy, certes, mais la sélection de Pochettino a de grands enjeux, vu que c'est la Coupe du Monde des États-Unis en plus du Mexique et du Canada, et je me dis que les USA, c'est une équipe qui peut donner de bonnes choses. J'avais fait une analyse dédiée à cette dernière, il y a un déséquilibre assumé, il y a une capacité à marquer des buts, c'est un duel qui s'annonce assez équilibré, donc franchement, les 16e, ils vont nous régaler. Terminé pour le journal du jour, pas de vidéo cet après-midi, oui, pas de vidéo alors qu'on est en plein mondial, je sais, quelques petites contraintes perso et puis aussi un besoin de rattraper 2-3 trucs, du sommeil, certains matchs, certaines analyses, donc je vais faire une petite entorse à la règle, je vous souhaite un excellent week-end footballistique avec encore une fois de bien belles choses à suivre, je vous dis à lundi, kiffez bien, salut.